Bonjour Violette. Hello. Merci d'être venue nous voir et de nous faire confiance. Alors, on ne te présente plus, mais on va quand même te présenter. Violette, tu as un positionnement qui est très fort, qui est hyper intéressant. Donc moi, je suis ravie de faire cette interview avec toi. Comment tu te présentes aujourd'hui quand quelqu'un ne te connaît pas ou ne te reconnaît pas? Je suis quelqu'un un peu hors sol et je fais des ups, des downs tout le temps. Voilà. Bon, ça, c'est pas le truc à dire, mais bon, voilà. Et qui elle est, Violette? Violette, en fait, elle fait de l'accompagnement et de la formation sur LinkedIn. Et ce qu'elle aime avant tout, c'est l'humain et les échanges. Parce que la qualité des échanges, ça me nourrit. Voilà, ça me fait vivre. Et alors justement, tu fais partie de pas forcément partie de beaucoup de groupements d'entrepreneurs, mais on te voit quand même régulièrement de partout. Oui. Tu travailles pourtant seul, on est d'accord. Et justement, c'est là où tu trouves ton équilibre. Comment ça se passe? Oui, c'est ça. C'est que comme en fait j'aime bien les gens, j'aime beaucoup les gens, mais comme j'ai très mauvais caractère, je me dis il faut que je bosse toute seule. Et puis, comme j'aime travailler avec les gens, je vais à des rencontres réseau régulièrement. Et puis, tu fais quand même de la formation. Donc, l'essence de base, c'est l'humain que tu as en face. Mais en fait, je fais beaucoup de formations en visio. Donc, du coup, je suis souvent seule devant mon ordinateur, en train de parler à mon ordinateur. Les gens doivent dire, elle est givrée, celle-là. Oui, mais voilà. Après, tu as quand même cet échange. Tu as des apprenants qui sont par ici ou tu... Oui, pas beaucoup. Je fais beaucoup de visio premièrement, parce que LinkedIn, c'est un outil virtuel. Donc, travailler sur du virtuel, sur un outil virtuel, ça a vraiment beaucoup de sens. Si on fait du face-à-face, comme LinkedIn, ce n'est pas du face-à-face, c'est plus difficile à comprendre. Voilà. Okay. Mais tu proposes quand même dans tes accompagnements, si la personne est ici… Là, pour l'instant, j'ai 2 accompagnements avec 2 entreprises locales. Ok. Et là, tu te déplaces dans leurs locaux? Bah ouais. Ou je loue des locaux, parce que je me suis aperçue à plusieurs reprises que faire un coaching LinkedIn hors les murs, les gens n'ont pas du tout la même approche. Oui, c'est vrai, ils viennent vraiment en mode formation. Ah ouais, clairement, ils ne sont pas dérangés toutes les 5 minutes par quelqu'un, enfin toutes les 5 minutes, j'exagère un peu, mais par quelqu'un qui vient leur demander ah, en fait, il y a machin, il arrive, qu'est-ce que je fais? Oui, tu les gardes vraiment. Et c'est de la formation d'entreprise, donc tu formes plusieurs personnes au sein d'une entreprise? C'est ça. En fait, LinkedIn est un outil collaboratif. Donc, l'objectif, c'est que chacun dans l'entreprise comprenne sa place et utilise ses compétences au service de l'entreprise. Donc oui, dans ce cas-là, je forme plein de gens dans les entreprises. Et puis sur la base du volontariat, ça c'est hyper important. Parce que si les gens n'ont pas envie d'être sur LinkedIn, on ne fait pas avancer un âne qui recule. Oui, et puis là, du coup, tu les formes, c'est une manière particulière parce que tu vas leur apprendre à parler de leur entreprise à travers leur profil. C'est ça, exactement. En fait, LinkedIn, c'est un outil d'échange entre humains. Et si tu fais parler la page entreprise, ce n'est pas quelqu'un, c'est un logo, des locaux, un numéro SIRET, et du coup, ça n'a pas d'âme. Et du coup, ce qui est bien, c'est que ce soit les gens dans l'entreprise qui prennent la parole sur LinkedIn, et c'est hyper puissant. C'est la petite spécificité de LinkedIn d'ailleurs, c'est que vraiment les gens, il y a eu cette dynamique au début, si tu as des associés, si tu as des salariés, dis je ne vais pas parler de mon entreprise, ça va être la page entreprise, comme on peut avoir une page Facebook ou quoi que ce soit. C'est ça. Mais LinkedIn ne fonctionne pas du tout Exactement. LinkedIn, c'est un réseau d'humains. Alors les autres réseaux sociaux, je ne sais pas, je les connais beaucoup moins. Et pourquoi LinkedIn? Comment tu t'es retrouvée sur LinkedIn et à aimer LinkedIn? Qu'est-ce qui t'a animée? Je fais comme ça parce que c'est quelque chose d'un petit peu difficile pour moi. Il y a 12 ans de ça, j'ai fait un sérieux burn-out et j'arrivais plus à sortir de chez moi. Et du coup, comme j'avais conscience qu'il fallait que je garde en contact fort avec mon réseau parce qu'il fallait que je retrouve du boulot derrière, et comme je n'arrivais pas à sortir de chez moi, je me suis mis à utiliser énormément LinkedIn pour rester en relation avec mon réseau. Et parce que LinkedIn m'a vraiment aidé à sortir de ce trou noir et à générer du chiffre d'affaires, je me suis dit, si ça marche pour toi, Violette, alors ça peut marcher pour les autres. Oui. Et je vais accompagner les personnes pour que ça marche pour elles. C'est ça. En fait, c'est même pas je vais accompagner, c'est que les gens sont venus me voir pour que je les accompagne. Ouais. Et comme je ne suis pas Sœur Teresa et que j'avais besoin de gagner des sous, je me suis dit, Violette, t'arrêtes de donner des conseils gratuits maintenant. Tu vas facturer. Tu es un peu, pour moi, une précurseur parce que là, on est en plein dans le boom des formations sur les réseaux sociaux, etc. Mais alors, ça fait combien de temps que tu as attaqué les accompagnements? Alors, depuis, ça fait 11 ans. 11 ans.
Alors, il y a deux choses. La première, c'est que j'ai fait toute ma carrière dans le monde du digital et que j'ai fait des études en communication. Donc, communication et digital, 1 plus 1 égale 2, ça fait LinkedIn. Voilà, premièrement. Deuxièmement, du coup, j'ai eu un profil LinkedIn très très tôt, puisque LinkedIn est arrivé en France en 2008 et que j'ai eu un profil presque derrière. Donc, j'ai tout de suite pris le pas. Voilà, donc je me suis immergée là-dedans assez facilement. Et Voilà. oui, mais c'est ce que j'allais dire, LinkedIn, finalement, pour moi, c'est un réseau vraiment d'adultes comparé à Instagram ou enfin professionnel, etc. Et en même temps, c'est le dernier arrivé sur le marché. Faux. Ah. LinkedIn a été créé avant Facebook. Oui, mais alors, c'était pas du tout à vocation. Justement, l'évolution de Ouais, LinkedIn, ouais. toi, tu l'as vécu comment? Alors, donc, LinkedIn a été créé en 2002, mis en ligne en 2003. Facebook est arrivé en 2004. Pas en France, hein. Je parle de la création aux États-Unis. Et au départ, LinkedIn, c'était un outil de recrutement, exclusivement un outil de recrutement. Et lorsque LinkedIn a été racheté par Microsoft en 2016, c'est devenu un outil de prospection et de fidélisation client. J'ai répondu à ta question. Ah oui, parce que du coup, c'est effectivement, nous, LinkedIn, moi en tout cas, quand j'ai débarqué sur les réseaux sociaux, ça ne m'intéressait pas du tout parce que pour moi, c'est uniquement pour chercher du travail. Et oui, et encore maintenant, les gens, et tu leur parles de LinkedIn, ah ouais, non, mais moi, je n'utilise plus mon profil parce que je cherche plus de boulot. Oui, mais voilà, c'était quand même sa fonction première. Oui, mais c'est plus le cas aujourd'hui. Et je voudrais rebondir sur un truc que tu as dit, qui est hyper intéressant, c'est que LinkedIn est un réseau social de vieux. C'est le réseau social où la moyenne d'âge est le plus élevé. Donc en fait, tu as raison. Ah, tu vois. Et sans, bah justement, une très bonne transition. C'est quoi un petit peu, toi, ton persona, le type de client que tu accompagnes le plus? Parlons-en, justement. Alors, on attire les gens qui nous ressemblent, hein. Donc en fait, mon persona, les clients que j'attire, avec qui j'ai un taux de transformation excellent, presque 1 sur 1, presque. C'est bon. Ce sont des femmes, plutôt seniors en entreprise, donc plus de 45 ans, et plutôt travailleurs indépendants. Oui, bah, elles se reconnaissent tout à fait Ah ben complet, en toi. c'est ça. Et puis même toi, du coup, c'est plus facile, je pense. Ouais, et en fait, quand on n'est pas né avec le digital, disons comme de mon âge à peu près, ou 50 ans on va dire, eh bien en fait on a beaucoup de mal à s'approprier le digital et la communication, les réseaux sociaux c'est horrible, on ne se sent pas légitime et du coup ben, en fait on a besoin de se faire accompagner, se faire prendre par la main pour faire les choses, mais en fait on y arriverait tout seul. Et justement, tu vois, toi, tu fais de l'accompagnement sur LinkedIn, tu es hyper présente, tu as un site internet quand même. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, en 2025, quelqu'un qui débarque peut se suffire d'un très bon profil LinkedIn? Ou alors est-ce qu'il faut quand même compléter avec un site internet? Tu vois, est-ce que tu as... Ah, c'est une question intéressante, merci. Alors, aujourd'hui c'est un peu comme si tu me disais, est-ce que il vaut mieux que j'ai un vélo ou une voiture? Eh ben, je ne vais pas savoir comment te répondre. Ça va dépendre de ce que tu veux et de l'objectif à atteindre. Clairement, le mieux, c'est d'avoir les deux. Parce que le site internet, un vélo ou une voiture, c'est bien d'avoir les deux en fonction des trajets que tu veux faire. Et ben en fait, un site internet, c'est ta vitrine au monde. Et un profil LinkedIn, ça n'attirera que les gens qui sont sur LinkedIn. Donc, pas tout le monde. Hein. Et du coup, oui, tu as des personnes qui n'ont qu'un LinkedIn, tu vois, et qui... Non. Toutes les personnes que j'accompagne, elles ont au moins un LinkedIn et un site internet. Je dis au moins un LinkedIn parce que souvent, il y a la page entreprise et le profil perso et puis le profil des collaborateurs. Ok. Pourquoi le violet? Parce que c'est quand même devenu ta marque, Carrément. ta marque de fabrique. D'où est venue cette couleur? Alors, peut-être de par ton prénom, je ne sais pas. En tout cas, à quel moment tu t'es dit, ce sera mon identité de marque? Alors, je ne me suis jamais vraiment posé la question, est-ce que ça sera mon identité de marque? C'était pour moi juste une évidence. Parce que, pour plusieurs raisons. D'abord, c'est mon prénom, Violette. Deuxièmement, c'est une couleur, si on lit le sens des couleurs, c'est une couleur qui me ressemble énormément par rapport à ce que je suis. Deuxièmement. Troisièmement, c'était le prénom de ma grand-mère. Et puis, c'est aussi... Ma maman était fleuriste. Et Violette Digital, mon entreprise c'est Violette Digital. La digitale est une fleur, Violette. Le digital, c'est pas que le numérique.
C'est beau, je ne savais pas. Tu vois, tu m'en apprends aussi. Justement, qu'est-ce que ce choix de couleurs dit de ton approche? Est-ce que donc tu me parles un peu de la connotation des couleurs, etc., du sens. Dis-moi un petit peu plus sur Avec là-dessus. plaisir. Alors, le violet, c'est une couleur qui apporte de la spiritualité. Et selon moi, toutes les choses sont des histoires de vibration. Et du coup, voilà, je suis énormément dans le sensitif, dans le contact sans comprendre et sans vouloir comprendre. Voilà. Oui, ok, trop bien. Est-ce que tu parles souvent même d'équi-coaching? Et je voulais quand même qu'on en parle parce que c'est pas rien, parce que ceux qui ont eu la chance de venir chez toi ont forcément croisé un cheval, ou au moins ont compris qu'il n'y en avait pas loin. Hein, normalement, il ne faut pas trop être devin. Quel est le lien entre l'équi-coaching, ton travail, comment c'est venu? Vas-y, je t'écoute. Alors, l'équi-coaching, déjà, pour rappeler la définition, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est un accompagnement personnalisé. C'est un accompagnement avec le cheval. Voilà. Et pourquoi l'équi-coaching? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je baigne dans le monde des chevaux depuis que je suis petite et que j'avais senti que les chevaux étaient des miroirs et j'avais besoin de me confirmer ça par un diplôme d'équi-coach. Et lorsque tu ramènes l'équi-coaching avec le comportement que tu as sur LinkedIn, en fait, tu t'aperçois qu'il y a des similitudes qui sont tellement fortes. Et du coup, dans mes accompagnements LinkedIn, je propose cette pierre d'équi-coaching pour ramener les gens à leur réalité et à ce qu'ils sont. Parce que si on est ce qu'on est sur LinkedIn, alors ça marche. Et comment ça se passe une séance d'équi-coaching? Comment ça se passe? Alors, en fait, la personne qui vient faire une séance, elle est face à face avec un cheval. Le cheval est en liberté dans un parc et la personne est dans le parc avec le cheval. Donc, face à elle-même, elle a un animal de 600 kilos qui la regarde. Voilà. Donc, du coup, déjà, le rapport taille-poids, waouh! Les gens, ils ont peur. Et donc, du coup, tu sors de ta zone de confort. Et tu le sais, hein, quand on sort de sa zone de confort, c'est comme ça qu'on progresse. Et qu'on est en capacité d'aller au-delà de ce qu'on pourrait penser être capable de faire. Et donc, du coup, les gens, lorsqu'ils se sentent confrontés à un cheval, et que je vais leur demander de réaliser des choses avec le cheval, alors qu'ils n'ont pas le droit de le toucher, et ben en fait, ils comprennent, ils ont une capacité naturelle à se révéler. Et du coup, on dit que le cheval est un puissant révélateur de potentiel et un prodige émotionnel. C'est un super outil de leadership. Ah ouais, mais j'imagine ça doit être... oui, parce que moi, pour en avoir vu de près, qui ai très peur de monter dessus parce que c'est très haut, en fait, on ne se rend pas compte tant qu'on n'est pas aussi près d'un animal. Et oui, j'imagine... mais tu t'attends pas trop à ça quand tu vas prendre forcément un coaching avec Violette. Alors, est-ce que des gens viennent te voir d'abord pour d'autres raisons et toi, tu vas leur proposer l'équi-coaching? Est-ce qu'il y a des profils où tu le sens, où il faut le proposer? Est-ce que c'est quelque chose que tu adaptes? Est-ce que... Alors, déjà, des accompagnements LinkedIn, j'en fais avec des gens qui sont sur toute la France, voire même des pays limitrophes, mais francophones. Les gens qui sont loin, je ne leur propose pas de séance d'équi-coaching. Donc, il y a une sélection géographique. Okay. Et les gens qui viennent faire de l'équi-coaching, ce sont des gens qui sont plutôt près d'ici. Voilà. Et je leur demande systématiquement si ça leur dit de venir faire cet accompagnement. Et en principe, j'en ai pas un seul qui m'a dit non. Et la curiosité, j'imagine, qui pique aussi. Ah ouais, carrément. Et les retours sont tellement waouh que je continue. Hein. Mais oui, les gens ne doivent pas avoir trop au début, enfin, doivent avoir quand même un peu, enfin, ou ne pas oser, parce qu'il y a peu de gens finalement qui sont à l'aise avec le cheval. Ah bah carrément. Enfin, les gens ils te disent non mais j'ai pas peur, ça va. Oui, mais voilà, dans ce sens-là. Et finalement. Mais en fait, quand ils sont face à lui, c'est différent. T'as un cheval qui a été. Est-ce que le cheval a été formé pour cet exercice? Bien sûr. Tous les chevaux ne sont pas capables de faire de l'équi-coaching. Il faut un cheval qui se connecte facilement avec les gens et qui soit doué d'une empathie extraordinaire. Et pour ça, du coup, tu t'es fait former? Parce que tout à l'heure, tu m'as dit que tu étais certifiée. Raconte-moi. Oui. Alors, donc, bon, je monte à cheval depuis 40 ans. Ça ne me rajeunit pas. Hein. 40 ans, un peu plus même, mais bon, je ne le dis pas. Et puis, j'ai fait une formation d'équi-coach il y a 3 ans
à Paris. Voilà, j'étais accompagnée de plein d'équipes coach avec moi. C'est une formation qui a duré 1 an. Et cette formation m'a permis de confirmer ce que je pensais vraiment du cheval. Un miroir. Et là, ça a été la révélation, quoi. Tu t'es dit, il faut vraiment que je l'intègre. C'est clair. Faut vraiment que je l'intègre. À quoi ça ressemble une journée type avec Violette? Ou une semaine type? Si une journée, c'est trop dur, parce que je sais que tes journées ne se ressemblent pas. Mais alors, une semaine type, un petit peu avec Violette, ça ressemblerait à quoi? Alors, une semaine type... LinkedIn, le cheval, LinkedIn, le cheval. Voilà. Et ton ratio un petit peu, alors toi, tu vois, réseautage, ton ratio apprentissage, tu vois, est-ce que tu arrives, est-ce que finalement c'est un peu comme ça vient ou est-ce que tu essayes de garder un équilibre? Alors, je fais très attention à faire du réseautage toutes les semaines. Parce que quand on a des métiers comme le tien ou le mien, où on n'a pas de boutique, pas de devanture. Donc du coup, si tu ne fais pas du réseautage, tu ne vois jamais les gens en vrai. Et donc du coup, je fais du réseautage au moins 2 fois par semaine. Oui, et puis ce qu'on parlait tout à l'heure, du coup, c'est que ça te fait du bien aussi parce que si tu fais beaucoup de formations en ligne, mine de rien... J'ai l'impression d'être toute seule, donc ouais. Et c'est là où naissent aussi plein des fois de nouveaux projets, ouais. des nouvelles associations. Alors, je dis toujours que le réseautage sur LinkedIn, c'est le prolongement du réseautage physique. Quand on rencontre des gens, eh bien, en fait, tout de suite après, on va les demander en connexion sur LinkedIn et on va prolonger la conversation qu'on a eue avec eux en virtuel. Oui, et moins dans l'autre sens, tu conseilles aux gens... Alors, quelqu'un qui démarre, tu lui conseilles de faire dans quel sens? Tu vas lui dire d'abord, on va aller te faire créer un réseau sur LinkedIn et puis après... Tu vas aller les rencontrer via des réseaux, etc. Ou alors plutôt l'inverse, tu vas dire à la personne... est-ce que déjà tu parles de ça dans tes accompagnements ou peut-être que pas du tout, peut-être que je fais fausse route. Comment se créer un réseau finalement, tu vois? Alors, moi ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas le réseautage virtuel d'un côté et le réseautage physique de l'autre. On doit faire les deux en même temps et en parallèle. Ok. Déjà. Et comment est-ce qu'on constitue son réseau? Eh bien en fait, comme dans la vraie vie. En fait, il y a les gens qu'on connaît au boulot, les gens qu'on connaît perso, les gens, nos confrères, je n'aime pas dire concurrents, nos confrères, hein, d'accord, nos partenaires, alors partenaires, prescripteurs, voilà, nos clients, nos prospects. Voilà. Mais tu vois, parce que moi, je vois, il y a beaucoup je trouve, de coachs en ce moment seulement en ligne. Tu vois, c'est des gens qui ont des très gros réseaux en ligne. Et en ce moment, en fait, tout le monde se réveille en disant, ils sont en train de mettre l'humain en avant à fond en disant oui, sortez, réseautez. Et moi, ça me fait doucement sourire parce qu'en fait, je me dis, bah oui, mais en fait, avant qu'il y ait tout ça, c'est bien ce qu'on faisait et finalement, on y revient, tu vois, parce que c'est un équilibre. Oui, voilà, ça reste essentiel. Tu peux pas faire que du réseautage. Enfin, ça met un lien de continuité, mais je trouve qu'il est hyper intéressant. Tu as des gens qui arrivent, que tu vas coacher, qui n'ont même pas de profil LinkedIn? Jamais. Tous les gens qui viennent à moi, et en fait, ce sont des gens qui ont déjà exploré LinkedIn, qui sont conscients que ça pourrait être un véritable vecteur de développement professionnel, mais qui ne savent pas vraiment comment en tirer parti. Ils ont testé et se disent, il faut que j'aille plus loin. Donc oui, c'est tous les gens qui ont un profil, même parfois des profils hyper avancés avec beaucoup de monde. Et l'amalgame avec la création de contenu, parce que ça, on en avait parlé, qui est des gens des fois qui pensent que tu vas faire de la création de contenu pour leur LinkedIn. Alors, c'est 2 métiers différents. L'accompagnement de LinkedIn que je propose, c'est te donner une méthode, un cadre, et pour atteindre un objectif qu'on fixe ensemble. Voilà, ça c'est ce que je fais moi. Et les gens qui vont faire de la création de contenu, donc du post, ce qu'on appelle des community managers, c'est un autre métier. Ce sont des gens qui ont l'art du visuel, de la réalisation de visuel et l'art de la rédaction, écrit pour le web en plus. Et voilà, on est d'accord, ça c'est pas du tout quelque chose voilà, que tu proposes et même t'encourages, j'imagine, à ce que les gens ou délèguent cette partie s'ils ne sont pas à l'aise, etc., pour se concentrer vraiment sur leur levier d'acquisition. Est-ce que tu arrives facilement à faire confiance et à déléguer? Malgré le fait que tu travailles seul, tu es quand même très accompagné, tu as beaucoup de gens, des partenaires, etc. Comment ça se passe? Alors, j'ai pris conscience que
ne pouvait pas être bon en tout. Et que du coup, chacun son métier. Et l'idée, c'est je trouve que c'est vachement intéressant de déléguer les choses à des gens dont c'est l'expertise, comme toi. Mais il n'y a pas que moi. Non. Qu'est-ce que par exemple tu délègues? Qu'est-ce que des choses où vraiment et tu regrettes surtout pas déjà en plus et qu'est-ce que tu Pour délègues? rebondir sur ce qu'on vient de dire, la création de contenu. Je travaille avec quelqu'un qui m'aide à réaliser mes posts. Voilà. Donc du coup, ensemble, tous les mois, on dresse notre planning éditorial. Et donc, ça donne un cadre. Et donc, je donne des thématiques, je lance les sujets, ou elle lance les sujets. Je dis elle, parce que c'est une fille. Et du coup, elle me fait mes posts. Et ça, c'est un gain de temps qui et de qualité aussi. C'est ça. C'est que, voilà, moi, c'est pas du tout mon cœur d'activité. Je suis dyslexique, dysorthographique. Donc, si je fais des posts, je vais faire des fautes à tous les mots. Oui, donc du coup, voilà, il y a vraiment cette partie, toi, tu es vraiment sur la vitrine, un petit peu, voilà, et pas sur le compte, tu es vraiment, toi, sur l'intensité de ton profil LinkedIn. Donc ça, c'est hyper intéressant. Et tu dis souvent, je t'amène à trouver ce que toi, tu dois faire pour percer sur LinkedIn. Tu m'avais bien dit cette phrase, me dire, c'est important, Chloé, je ne fais pas pour les autres, j'apprends aux autres à le faire bien, correctement, pour que ce soit efficace. Alors, ça, c'est parce que j'ai suivi une formation de coach. Et quand tu es coach, c'est une posture. C'est pas je te donne une leçon, c'est je t'explique les choses pour que tu arrives à trouver toi-même, au fond de toi, les ressources nécessaires pour arriver à ton objectif. Et c'est tellement plus efficace. C'est comme ça qu'on arrive. Oui, du coup, tu mets des compétences. Les personnes, du coup, ça marche comment tes coachings? C'est sur plusieurs mois? C'est des sessions? Comment ça fonctionne? Les coachings LinkedIn que je propose, c'est un accompagnement sur 6 semaines, 1 heure par semaine. Et chaque semaine, on dresse un objectif et je te donne des devoirs pour la semaine d'après pour atteindre tes objectifs. Et on passe, quand on a atteint le premier objectif, on passe au deuxième. Ok, donc du coup, tu les suis. Et ça, c'est individuel ou c'est aussi tes sessions que tu fais en groupe? Ça fonctionne de la même manière? Non, alors, uniquement le coaching en individuel. Okay. Autrement, quand c'est en groupe, c'est plus de la formation ou du co-développement, des outils de développement ensemble. Ok, d'accord, très bien. Qu'est-ce que tu cherches à créer dans une dynamique de groupe, justement, quand tu as des coachings de groupe? Est-ce que du coup, c'est des gens qui sont ensemble aussi le reste de, tu vois, en dehors des temps de coaching, est-ce que ils ont un petit groupe entre eux? Est-ce qu'il y a une cohésion du groupe pourquoi l'idée t'est venue de ne pas faire que de l'individuel, mais aussi d'avoir une petite inertie de groupe? Est-ce que ça amène parfois un peu plus de plus-value? Quand on est tout seul, on va traiter des problématiques individuelles et sans tenir compte de son écosystème. Alors que quand on est ensemble, en fait, on va essayer de chercher un équilibre en fait, qui fait quoi, quand, comment, et en fonction de l'expertise de chacun. Donc il faut faire de l'individuel pour monter en compétences personnellement et du collectif pour qu'ensemble, si on est dans une entreprise, qu'ensemble on va se monter l'entreprise. On nage tous dans le même sens. Oui, ça c'est vrai. Et j'imagine que ça doit mettre, quand tu fais ces coachings en entreprise, du coup, ça doit renforcer même entre eux leur cohésion finalement. À ce côté-là, il doit être sympa aussi. C'est là où le cheval a toute sa place aussi, parce que quand on fait de l'équi-coaching avec un collectif, en fait, chacun doit trouver sa place pour atteindre l'objectif final qui sera peut-être de déplacer le cheval à un moment donné. On trouve sa place naturellement. Et en fait, dans le groupe, il suffit de trouver sa place naturellement pour être efficace. Et donc, l'équi-coaching, tu le fais aussi en groupe? Complètement, oui. Ok. C'est quoi une masterclass avec Violette? Mais qu'est-ce que c'est qu'une masterclass? Alors, pendant une masterclass, je dispense pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, un grand nombre de conseils sur les usages de LinkedIn. Et naturellement, pendant que je donne ces conseils, il y a des gens qui viennent m'écouter, ça les interpelle sur des sujets. Et à l'issue de la masterclass, ils ont leur liste de choses qu'ils ont apprises. Et puis parfois, ça les interpelle et ils ont envie d'aller plus loin. Donc du coup, en fait, on va se voir et puis on va regarder ce qu'on peut faire ensemble. Donc une masterclass, c'est un cours en ligne. Et gratuit. Et gratuit, ouais.
Et donc, t'en fais régulièrement, c'est quoi la fréquence Alors, je fais une masterclass par mois parce que c'est l'outil qui me ramène le plus de clients. Souvent, par exemple, je rencontre des gens en réseau et ça les interpelle ce que je fais, ils n'osent pas trop me le dire, donc ils participent à la masterclass, c'est anonyme, ils sont derrière leur écran. Et du coup, je m'aperçois après que les gens qui prennent des rendez-vous conseils avec moi, bah, c'est des gens que je connais. Oui, Pas oui, toujours, c'est ça leur permet, eux, oui, discrètement, de voir un petit peu voilà, le contenu que tu peux proposer, etc. C'est ça, ouais. C'est hyper intéressant. Oui, c'est très drôle, parce que la masterclass, on pense tout de suite à ce que ce soit un peu l'univers d'Internet, enfin, de toucher une autre cible qu'on connaît. Et donc, du coup, non, finalement, bah, les deux, en fait, les deux. j'ai les deux. J'ai des gens que je ne connais pas et d'autres que je connais très bien. Ah oui, tu vois, ça, je n'aurais pas... Bon, bref, on change de sujet. Tu accompagnes beaucoup de pros, bien sûr, sur LinkedIn. Et quelles sont les erreurs récurrentes que tu observes 3 erreurs récurrentes. La première, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui foncent sur LinkedIn, qui se mettent à publier. Alors là, ils prennent même un community manager pour publier. Sauf qu'ils ont oublié qu'en amont, il fallait qu'ils aient un profil le plus complet, le plus attractif possible au regard de leur cible. Donc bon, du coup, bah, ils publient, les gens ils vont sur le profil et ils ne transforment pas. Ils ne demandent pas d'échange parce que bah, le profil il fait flop. Voilà, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que bah, en fait, il y a plein de gens sur LinkedIn qui se disent bah, je vais sur LinkedIn parce que tout le monde dit que ça marche bien, donc je vais essayer. Sauf qu'ils y vont sans objectif. Donc là aussi, ça pareil, ça fait flop. Et la troisième, eh ben, ça y est, j'ai oublié. Je sais pas, non, la photo de profil, on peut en parler. Alors, c'était peut-être pas ça, mais... Non, mais en fait, une image vaut 1000 mots. C'est moi qui l'ai dit, c'est Confucius. Et donc, la photo de profil, elle doit te ressembler tel que tu es à titre professionnel. Si tu es quelqu'un de rayonnant, eh ben, en fait, il ne faut pas que tu aies une photo de profil qui fasse très, très corporate, sérieuse. Il faut que ça te ressemble. C'est important, de toute façon, dans la vie, il n'y a pas. Ta troisième, tu ne me la retrouves pas, alors, du coup. C'est pas grave. C'est pas grave. Si, peut-être aussi, non, par rapport au nombre de... Enfin, tu sais, il y a un peu deux écoles. Ajouter. Alors, t'en dis quoi du réseau sur LinkedIn? Un bon réseau, c'est quoi? Alors, il y a des gens qui se mettent à ajouter. Moi, ce que j'explique souvent, c'est si tu veux un match de foot, un soir de grande audience à Geoffroy Guichard, 40 000 spectateurs. Waouh, 40 000 personnes quand même. Donc, c'est important. Sauf que les gens, ils ne sont pas venus pour t'écouter te parler de LinkedIn, ils sont venus pour voir un match de foot. Donc, ok, il y a 40 000 personnes, mais en fait, cet auditoire, il n'est pas là pour toi. Donc, selon moi, ça ne sert à rien d'avoir un gros auditoire. Il vaut mieux avoir un auditoire beaucoup plus petit, mais qualifié. Voilà. Alors, ce n'est pas la mode sur les réseaux sociaux, c'est bien d'avoir des gros auditoires. Ça fait bien. Mais en fait, ce qui est important, finalement, c'est de générer du chiffre d'affaires. Et je ne pense pas que ce soit la taille de l'auditoire qui fait le chiffre d'affaires. Et du coup, quand tu ouvres une nouvelle activité, ou si tu changes un petit peu, c'est-à-dire que tu es sur LinkedIn, parce que ça reste quand même ton profil personnel, donc si tu viens à changer d'entreprise ou quoi que ce soit, est-ce que c'est important d'aller faire un espèce de petit nettoyage aussi, tu vois, pour que ta cible, pour recibler correctement, est-ce que c'est bien de le faire ou... Parce que tu vois, je me dis, ton profil d'actualité, quand du coup, des fois, c'est des gens qui te ressemblent, qui faisaient partie de ta vie d'avant ou qui n'ont plus forcément d'intérêt. Est-ce que dans l'algorithme, etc., c'est important d'aller de temps en temps faire un peu des nettoyages de relations ou pas? C'est un peu violent, le nettoyage de relations. Ouais, bon. c'est comme dans la vraie vie. C'est pas parce que tu changes de métier que les gens que tu connaissais avant, tu les connais plus. Tu continues à les connaître. Ton écosystème, c'est toujours le même. Toi, tu as changé. Mais les gens, ton écosystème autour de toi, il est toujours pareil. Ben, sur LinkedIn, c'est pareil. Tu ne vas surtout pas aller faire du nettoyage, comme tu dis, dans ton réseau. Tu le gardes. Naturellement, si tu changes d'orientation, ces gens qui étaient dans ton réseau initialement ne vont pas manifester d'intérêt sur ce que tu fais de nouveau. Peut-être pas. Je dis peut-être pas, parce que parfois, il peut y avoir aussi des connexions. Mais non, mais tu ne fais pas de nettoyage de réseau. Tu ne fais pas de nettoyage. Non, mais c'était... Enfin, tu vois, je me posais cette question. Je me suis dit, oh, toi, tu sauras me répondre. Comment tu as trouvé tes premiers coachés? Comment j'ai trouvé mes premiers coachés? Eh bien, en fait, les gens venaient me demander des conseils. Et du coup, je leur les donnais. Et souvent, comme je suis en train de le faire avec toi,
je les interpellais par d'autres questions. Et du coup, ils comprenaient tout seuls la réponse. Et c'est comme ça que j'ai trouvé Tu des t'es coachs. dit, je suis légitime et j'y vais, j'ai des ressources. Yes. Est-ce que tu as développé ton activité sans pub? Sans publicité, j'entends payante, tu vois, voilà. Est-ce que... Oui, j'ai développé. Alors, j'ai eu la chance au préalable d'avoir, avant de lancer mon activité il y a 11 ans, j'avais déjà un gros réseau professionnel. Et donc, du coup, j'ai juste activé mon réseau professionnel sur LinkedIn pour trouver des clients. Donc, oui, effectivement, j'ai commencé sans pub. Et est-ce que toi aussi, tu t'es fait coacher? Pour l'équipe coaching, oui. Ah, Mais ouais, alors, mais pour ouais, LinkedIn, ouais, carrément. C'est comme raconte-moi ça. un peu. C'est comme ça que j'ai eu envie de lancer des coachings LinkedIn parce qu'au départ, j'étais sur LinkedIn et je me disais, il y a des trucs que je ne comprends pas et tout. Donc j'ai trouvé un mentor de l'autre côté des océans et régulièrement, je lui demandais de l'accompagnement. Et chaque accompagnement, j'avais l'impression enfin c'est pas qu'une impression, c'était une réalité, de gravir des échelons. Et du coup, je me suis dit, waouh, Violette, tu t'es inscrite dans une progression. Donc, du coup, j'ai continué cette progression et je continue toujours, d'ailleurs, tous les ans à faire des points avec cette personne. Mais ça, je pense, quand on est coach, enfin, c'est hyper important de continuer soi-même à se former pour apporter des nouvelles compétences, même ne pas se lasser aussi dans son métier de coaching pour apporter de nouvelles compétences à ses élèves. Est-ce que tu en as qui reviennent te voir? Est-ce que tu as des coachés d'il y a 5-6 ans qui reprennent des coachings? Ou est-ce que tu as une continuité comme ça ou pas spécialement? Ouais. Alors, j'ai des gens que j'ai accompagnés il y a quelques années et à qui j'ai proposé des accompagnements annuels. Et ouais, j'en ai plusieurs. C'est agréable ça enfin, comme relation parce que c'est déjà des profils Ouais, c'est aussi. de la fidélité et puis c'est de la confiance. Oui, Voilà. c'est vrai. Mais j'ai envie de rajouter un truc par rapport à ce que tu as dit. C'est que ce n'est pas uniquement dans le métier de coaching qu'on a besoin d'un accompagnement ou que Oui. l'on propose des accompagnements. Dans la vraie vie, quel que soit le métier, si tu es photographe, vidéaste, tu as sans cesse besoin de te former pour apprendre de nouvelles choses. Donc sans cesse, tu vas avoir besoin de progresser. Parce que si tu restes à l'état où tu en es, et que le monde avance, toi en fait tu recules. Oui, je suis d'accord. LinkedIn et son évolution, comment tu perçois la mutation actuelle? Alors, on a parlé un petit peu de comment LinkedIn est arrivé, mais là, actuellement, il y a eu des changements. Qu'est-ce qui s'est passé si je te dis Elon Musk, tu vois, des choses comme ça? Qu'est-ce que ça t'évoque? Parce que alors ça, quand on a préparé l'interview, tu m'as sidérée. Donc j'aimerais que tu partages ça. Ah oui, moi, non, mais dans le bon, vraiment, je me suis dit, ah waouh, je ne l'ai pas vu comme ça. Donc vraiment, ça, j'ai envie que tu le partages. Alors, lorsque Elon Musk a racheté Twitter, il y a eu un certain nombre d'influenceurs Twitter français qui n'ont plus voulu continuer sur Twitter et ils ont débarqué sur LinkedIn. Et sur LinkedIn, comme c'était des gens qui étaient déjà des influenceurs, ils sont arrivés, ils ont pris une place hyper importante sur LinkedIn. Et du coup, des petites gens comme moi, eh bien, en fait, on a beaucoup plus de difficultés à être visible aujourd'hui parce que la place est prise par un certain nombre de gens qui sont arrivés sur Twitter, qui sont arrivés de Twitter. Et du coup, ces gens-là, ils sont toujours. Enfin, tu as essayé, tu as vu ça comment arriver? Enfin, comment tu as fait pour. Tu t'es dit, oui, ils viennent pas parler de la même chose. Est-ce qu'ils ont humanisé un petit peu le côté LinkedIn? Enfin, c'est eux qui l'ont sorti un petit peu du monde que du travail. Est-ce que c'est là où il y a eu le pivot, où on est passé sur la fidélisation, etc. Non, en fait, LinkedIn est devenu un outil de fidélisation et de prospection lorsque ça a été racheté par Microsoft en 2016. D'accord. Et Elon Musk, c'est beaucoup plus récent puisque c'est 2022, novembre 2022 si j'ai bonne mémoire. Okay. Voilà, donc ça n'a pas de lien. En revanche, ce qui s'est passé au-delà d'Elon Musk, ce qui s'est passé, la transformation de LinkedIn, c'est l'arrivée de l'intelligence artificielle parce que maintenant, il y a énormément de posts qui sont faits avec l'IA. Et l'algorithme de LinkedIn détecte si ton contenu est de l'IA pure. Et si ton contenu est de l'IA pure, en fait, franchement, il ne prend pas beaucoup de succès. Lorsque tu rédiges toi-même ton post, donc avec ton âme, avec ton cœur, avec ce que tu es, là, le post, il peut monter très haut.
Et c'est bien en même temps, c'est mérité. Ouais, carrément. Ouais. C'est bien fait, Mm. c'est bien fait. Alors, tu m'as parlé que cet été, tu vas aller faire un petit truc toute seule, qui est important. Et qu'est-ce que tu vas aller chercher dans cette expérience et quelle est-elle? Donc, alors, on va commencer par ce que c'est. Je Mhm. vais poursuivre mon chemin de Compostelle. J'ai traversé toute la France. Je suis arrivée à la frontière espagnole et l'été prochain, je vais partir de la frontière espagnole et je vais rejoindre Saint-Jacques de Compostelle. Et donc, ça va faire 900 km à pied. Alors, qu'est-ce que je vais chercher dans ces accompagnements-là? Parce que c'est un accompagnement spirituel. Mhm. Je vais aller chercher, sans le vouloir, des réponses à des questions que je ne me pose même pas. C'est un peu perché, hein. C'est un peu perché. Non, Mais je trouve des réponses et ça me permet d'avancer. Je reviens avec 10 millions d'idées. ça prend combien de temps de faire 900 km 6 semaines, je pense. toute seule? Oui. Après, c'est pas vraiment Saint-Jacques-de-Compostelle. Enfin, tu pars toute seule, mais tu croises, il y a plein de rencontres qui se créent. Ouais. On dit que Saint-Jacques, le chemin de Compostelle, c'est un chemin de rencontre avant tout. Mm. Parce que si tu as envie de discuter avec des gens, tu en trouves partout. Si tu as envie de... Tu n'es jamais seul en fait. Mais par contre, tu as cette liberté. Tu me parlais un petit peu, je t'avais demandé est-ce que tu le fais avec ton mari et tu m'as dit non. Justement, parce que quand tu es à deux, tu vas plus facilement te renfermer aussi à deux. Et toi, ça va te permettre aussi de venir t'ouvrir aux autres, te débrouiller aussi toute seule, sortir un peu de la zone de confort. Enfin, c'est là où est le lien, moi, je trouve. C'est ça, c'est ça. Et quand tu es à deux ou à plusieurs, on peut facilement se suffire à soi-même autour de notre écosystème. Quand tu es tout seul, eh ben, en fait, tu as besoin des autres. Hein. Et donc, tu vas aller chercher ça. Non, mais Ouais. c'est hyper intéressant. Et comment tu vois, toi, ton évolution, enfin, au niveau de tes compétences, etc. Est-ce qu'il y a encore des choses que tu aimerais, tu vois, acquérir? Est-ce que là, t'en es où? Alors, Tu sais, c'est une séance de psychothérapie, l'histoire. Violette, dis-moi tout. Alors, je m'aperçois que plus j'avance en âge et plus j'ai envie d'apprendre. Donc, quand j'étais très jeune, l'école, je détestais ça. Vraiment, c'était un truc... je n'aimais pas aller à l'école et puis rester assise sur une chaise pendant des heures. Et maintenant, c'est l'inverse. J'ai envie d'apprendre tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, je me forme énormément. Il faudrait presque que je me freine. Parce que, au bout d'un moment... Oui, trop d'informations. Ouais. Tu l'information. Ouais. Et du coup, pour 2026, est-ce que tu as un petit peu des pensées sur ta lancée? Est-ce qu'il y a des nouveaux projets qui arrivent? Est-ce que tu as envie, tu vois, de développer des nouvelles offres? T'en es où un petit peu? Alors, je suis intimement persuadée que nos états d'âme dictent nos conduites personnelles et professionnelles. Donc, je suis intimement persuadée qu'il faut essayer de se sentir le mieux possible en accord avec soi-même pour être le plus performant professionnellement. Donc, du coup, l'objectif, c'est aussi d'investir sur soi pour être meilleur auprès des autres. Alors, comment tu investis sur toi en 2026? Alors, comment je vais investir sur moi? Je vais faire un accompagnement avec quelqu'un qui propose du coaching en neurosciences. Voilà. Parce que j'ai envie d'apprendre. Il y a des choses sur le fonctionnement du cerveau qui m'interpellent. Ok, trop bien. Et si tu veux donner un conseil à quelqu'un qui va se lancer sur LinkedIn, mis à part de faire un coaching avec toi, bien évidemment, ça coule de source, mais qui veut vendre sur LinkedIn, qui est pressé, qui est vraiment, si tu lui dis tout de suite, tu as deux choses à faire, c'est ça. Tu lui dis quoi comme conseil tout de suite? On va créer son profil d'abord, c'est ça, c'est sûr. Et faut pas être pressé, c'est jamais bon dans les affaires. De toute façon, quand tu es pressé, les gens le sentent. Et plus tu es pressé, plus les gens ont envie de ralentir. Donc surtout pas se presser, l'inverse. Et de se constituer, de prendre du recul, de se constituer un réseau pertinent et efficace au regard de ce qu'on veut. Pas forcément de la quantité, mais de la qualité. Est-ce que tu orientes un petit peu, tu vois, nous c'est un petit peu ce qu'on veut Anna à travers nos interviews, mais mettre en avant sa personnalité sur LinkedIn, parce que
tu vois, on dit toujours, voilà, c'est le business, mais ce qui va te différencier sur LinkedIn, c'est ta personnalité, sans parler de ta vie perso, on est d'accord, mais c'est là où est toute la subtilité. Et du coup, est-ce que tu les encourages, toi, un petit peu dans tes coachings, à pas forcément dire je vends tel produit, mais plutôt d'aller donner du conseil, d'aller donner, tu vois, est-ce que tu les aides à avoir des approches dans ce sens? Parce que toi, c'est ce que tu fais quand même beaucoup, Oui. tu vas parler d'un sujet. Alors, la première chose, c'est que, premièrement, on est tous différents. Et donc, on peut avoir des confrères qui font le même métier que toi, mais eux, c'est pas toi. Donc, du coup, ils vont pas le faire de la même façon. Et s'ils ne le font pas de la même façon, il faut que ça se voit sur leur profil. Donc, il faut que la personnalité transpire pour que les gens ils aient envie de travailler avec toi. Qu'est-ce qui fera la différence entre toi et un de tes confrères? C'est sans doute ta personnalité. Et d'accepter qu'on n'est pas le client de tout le monde. C'est sûr. Mais des fois, c'est difficile. LinkedIn, moi, je trouve on est arrivé dans un mode où on disait non, il faut faire des posts comme ça, il faut parler de tel sujet, etc. Ou c'est une manière de parler, de s'exprimer. Parce que peut-être que LinkedIn était un peu plus formaté comme ça aussi avant. Et maintenant, on arrive sur des profils quand même beaucoup plus personnels où les gens parlent des fois un peu moins pro, même dans le langage ou dans la manière d'amener les choses. Et ça amène une diversité qui est intéressante. Alors, quand on apprécie quelqu'un et que peut-être on envisage de travailler avec lui, il va y avoir, à un moment donné, on aime connaître ses coulisses. C'est-à-dire les coulisses de quelqu'un, en fait, tu sais, c'est les gens qu'on admire, on est assez curieux, on aime bien s'il a des enfants, qu'est-ce qu'il fait comme métier, qu'est-ce qu'il aime qu'est-ce qu'il a comme passion. Et ces coulisses, il faut vraiment les mettre en avant sur LinkedIn parce que les gens qui te suivent, ce qu'ils voudront, c'est connaître tes coulisses. Et donc, du coup, il faut aussi donner un peu de soi sur ce que l'on est par rapport à un profil professionnel. Non, mais c'est sûr, c'est important. Et puis, mais du coup, tu vois, c'est là où de patiner un petit peu avec Instagram. Enfin, c'est là où des fois la nuance, quand tu es sur les deux plateformes, toi, tu n'es pas sur Instagram, mais des fois, c'est difficile. Moi, je trouve, et j'ai vachement fait un peu le patin là-dessus. Ça, est-ce que ça se met sur LinkedIn? Ça, est-ce que ça se met c'est vrai que il y a une évolution de LinkedIn et du coup, juste, pour terminer, tu me diras après si tu penses à d'autres choses, mais on a déjà parlé de plein de choses. LinkedIn, tu la vois comment l'évolution de LinkedIn, toi? Est-ce que tu penses qu'il va encore y avoir des nouvelles choses? Est-ce qu'il y a des choses que tu vois émerger? Comment LinkedIn dans 5 ans, tu penses que ça va ressembler à quoi LinkedIn dans 5 ans? Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi ça ressemblera, mais en tout cas, ce ne sera certainement pas ce que c'est aujourd'hui parce que le monde évolue. Et que les mutations avec l'intelligence artificielle, il va y avoir forcément des grandes évolutions. L'usage des réseaux sociaux, j'ai encore lu un truc ce matin, est en léger recul. C'est incroyable, hein? Et donc, du coup, je me dis que même si LinkedIn n'est pas en recul, lui, à un moment donné, il va y avoir une forme de stabilité aussi. Et c'est bien parce que la stabilité, ça apporte de l'assurance. Donc, qu'est-ce que ça sera dans 5 ans? Je n'en sais rien. En revanche, ce que je sais, c'est que ça ne sera certainement pas ce que c'est aujourd'hui, ça c'est sûr. Donc, on parlait des masterclass tout à l'heure, que tu organises des masterclass. Donc, ça apporte pour les clients qui hésitent, les futurs clients, en tout cas les prospects, ça leur permet d'avoir un petit échantillon de ce que tu pourrais leur proposer. Mais toi, qu'est-ce que tu aimes dans ce format? Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui te challenge? Alors, d'abord, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort. Parce que la première masterclass que j'ai faite, j'avais le dos en sueur. Et parce que je me retrouvais en face de mon ordinateur et savoir qu'en face de mon ordinateur, j'avais 50 personnes, waouh, j'avais la trouille. Et donc, qu'est-ce que ça m'a apporté? C'est de la confiance en moi. Parce que quand tu sors de ta zone de confort, ça t'apporte de la confiance en toi. Et puis, je me suis aperçue que j'appréciais énormément de donner de l'info. Et en fait, ça m'a apporté des clients, donc c'est top. Donc, c'est pour ça que tu continues. Carrément, ouais. Quoi. Okay. On parlait tout à l'heure du réseautage sur LinkedIn, etc., de poster de la qualité, pas forcément de la quantité. Il y a aussi toute la dimension d'être actif sur le réseau en lui-même, c'est-à-dire il y a poster, il y a aussi commenter, interagir avec les autres, etc. Sauf que ça peut prendre quand même beaucoup de temps de faire tout ça. Si en plus il faut aller réseauter à l'extérieur et puis faire tourner aussi son business, toi, tu conseilles quel équilibre entre commenter, est-ce que toi déjà tu as une routine, parce que j'imagine que tu en as une là-dessus. Donc c'est quoi un petit peu la fréquence de Violette entre
les posts, donc ta fréquence de publication et ta fréquence de commenter, etc. Alors, déjà, sur LinkedIn, le commentaire est le roi. Il faut bien en être conscient. Dans la vraie vie, ce qui fait la qualité des relations, c'est les échanges, la discussion. Ben, sur LinkedIn, c'est pareil. Ce qui fait la qualité, c'est les échanges et les discussions, donc les commentaires. Parce que quand tu postes, tu n'as pas un commentaire. Et la richesse, ça va être autour des échanges. Comme dans la vraie vie, quand tu fais du réseautage, si tu vas à une réunion réseau, que tu écoutes un conférencier qui à la fin de la conférence t'applaudit et que tu te barres, ce n'est pas du tout la même chose que si tu écoutes le conférencier, t'applaudis et après tu restes au toast, au lunch, pour discuter avec des gens. Tu es d'accord? Oui. Et ben, c'est exactement la même chose sur LinkedIn. Et le ratio du temps, alors toi, combien de temps tu consacres? Alors, le ratio du temps, c'est compliqué parce que ça dépend de chacun. Et ça dépend de là où tu te situes aussi. C'est-à-dire que pour moi, le bon équilibre, c'est un post par semaine pour moi. Alors, si tu te poses la question à des gens, des aficionados de LinkedIn, c'est pas du tout assez de faire un post par semaine. Hein. Il faudrait faire minimum 2 posts par semaine, minimum. Hein. Et je dois commenter au moins 10 posts par jour, minimum. Et c'est pas commenter juste parce que moi je trouve qu'il y a plein de commentaires. Tu sais où c'est, oui, tu vois que c'est histoire de commenter. Ça, c'est un débat, tu vois. Toi, je sais que tu fais des commentaires beaucoup sincères, beaucoup plus longs, que tu as pris le temps de lire. Mais je me dis, moi ça veut pas dire que ça m'intéresse pas, mais c'est que ça prend un temps de malade. Exactement, ouais. Alors, LinkedIn, si j'enlève le temps que je passe avec mes clients sur LinkedIn, parce que là, on explose. Mais LinkedIn, c'est 1 heure par jour. Mais 1 heure par jour, je ne parle pas des posts, hein, c'est uniquement de commentaires. Commentaires ou répondre à des commentaires sur mes posts. Oui, aussi. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas trop avec l'algorithme LinkedIn, c'est que tu vois passer des publications d'il y a 3 semaines. Ouais, ça, c'est c'est une nouveauté sur l'algorithme, c'est qu'il te fait remonter des posts qui sont relativement anciens. À partir du moment où ils ont été plutôt plébiscités, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de commentaires et de likes, mais surtout des commentaires, mais en fait, les posts peuvent remonter parce que ça veut dire que c'est des posts pertinents. Et 3 semaines, c'est pas beaucoup à l'échelle d'une vie. Oui, mais tu vois, quand par exemple, tu veux partager un événement ou quoi que ce soit, tu sais, ou dire, ce week-end, je serai là si vous voulez passer me voir. Comment tu fais pour que ce post-là, ta cible le voit tout de suite? Alors, déjà, l'algorithme va sélectionner une partie de ta communauté fan à qui il va montrer le post. Et si cette communauté de fans, ils réagissent en commentant notamment assez rapidement après la publication, LinkedIn va ouvrir la visibilité du post auprès d'une communauté plus large. Mais ce n'est pas parce que tu vas publier un truc que ta communauté va le voir. C'est un peu compliqué, mais c'est comme ça. Ok. Tu publies pour faire des vues ou pour faire vraiment du contenu impactant? Alors, quand je publie parce que j'ai envie de dire des choses et certainement pas pour obtenir de l'impact. Et c'est parce que quand tu arrives à lâcher prise et te dire je fais un post parce que j'ai envie de dire ça, c'est ceci post qui fonctionne. J'ai envie de rajouter un truc. Je t'écoute. Un truc super nouveau. Ah, ouais. C'est que la semaine dernière, j'ai beaucoup hésité et j'ai fait un post sur mes 30 ans de mariage. J'ai beaucoup hésité, je me suis dit ouais, faire un post sur tes 30 ans de mariage, Violette, ça montre que tu n'es pas toute jeune déjà, puis c'est hyper perso, c'est pas pro. Et en fait, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai affolé l'algo. Je suis montée à des hauteurs, jamais de ma vie j'avais fait ça. Je suis arrivée à 100 000 impressions, j'ai pratiquement 2000 likes, pas tout à fait peut-être, mais un truc de dingue. Et puis c'est arrivé tout seul comme ça. Et finalement, en fait, en parlant de ma vie perso, je montre ma visibilité professionnelle et c'est un truc, je ne l'ai pas vu arriver. Oui, tu vois, ça revient un peu à ce qu'on disait. Complet. Mais il faut pas. Enfin, c'est comme tout en fait. Si tu veux, c'est en mettre de temps en temps parce que quelqu'un qui va poster que sa vie perso sur LinkedIn, on n'est pas là non plus pour ça. Mais les gens adorent ça en fait. Ouais. Ils adorent parce qu'effectivement, tu as posté la photo, il y a la tête de ton mari dessus. Donc il y en a plein aussi peut-être qui ne le connaissaient pas et c'est hyper. Enfin voilà, tu as ce côté un petit peu de voyeurisme très gentil. Mais les gens ont besoin pour faire confiance et voilà, avoir envie de travailler avec la personne. Les coulisses, connaître les coulisses. Ouais, les coulisses, je suis d'accord. Ok, trop bien. Merci Violette. On te retrouve où? Sur LinkedIn. Sur LinkedIn.
Sur LinkedIn, et tu as quand même un site internet. Oui, j'ai un site internet, violette-digital avec un E à la fin.fr. Voilà. C'est essentiellement là, mais aussi dans des réseaux comme Actif et puis entre autres. Et puis d'autres. Et ben merci 1000 fois. De rien.